Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir dans cette visioconférence au lycée Clémenceau de Nantes. Je suis en compagnie de 5 étudiants de prépa littéraire qui sont là donc pour répondre à vos questions. Alors, 3 sont étudiants en Hippocagne, c'est-à-dire en première année de CPGE littéraire, et 2 sont étudiants en Cagne, c'est-à-dire en deuxième année de prépa littéraire. Alors, je vais les laisser se présenter. Ils vont aussi nous dire d'où ils viennent, c'est-à-dire où ils ont effectué leur scolarité dans le secondaire. Donc, je m'appelle Clara et je viens du lycée Jean-Monnet aux Alpes en Vendée. Je m'appelle Mila et j'étais à Nantes au lycée Nelson Mandela. Je m'appelle Élise et j'étais à Saint-Joseph-du-Lotidi à Nantes aussi. Je m'appelle Malo, j'étais au lycée d'honneur de Vinci. Je m'appelle Claire et je viens du lycée Clémenceau. Alors, petite précision peut-être, Élise, vous me disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas venu directement de la terminale en classe préparatoire, mais vous avez fait une réorientation, vous êtes passé avant par la fac de médecine. Expliquez-nous en 2 mots. C'est possible donc? Oui, c'est possible. En fait, il y a une procédure avec Parcoursup qui permet de... Alors, j'ai perdu une année. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalence avec la fac de médecine, logiquement. Mais par Parcoursup, c'est relativement facile. C'est comme au lycée, en fait. Et c'est pareil, les vœux se font en mars. Et les admissions se font à la même période aussi, donc je crois que c'est juin. Et en fait, on a la possibilité de demander n'importe quelle formation et on peut rentrer en prépa, même si on est après 2 ans de réorientation, c'est possible. D'accord. Alors, je précise pour ceux qui nous écoutent que pour participer au chat, vous avez un bouton bleu en bas à droite de l'écran avec une petite bulle qui vous permet de prendre la parole. Alors, nous avons déjà des questions qui concernent notamment les options. Alors, comment choisir ces options en Hippocagne et les spécialités, ce qu'on appelle les spécialités en Cagne. Alors, précisément, les différents étudiants qui sont avec nous cet après-midi suivent des options très variées. Est-ce que vous pouvez, qui souhaitent nous parler de l'option qui suit, peut-être en Hippocagne et puis ensuite en Cagne? Moi, je suis option géo, en géographie, c'est 2 heures par semaine. Et moi, j'ai choisi l'option géographie parce que j'ai vraiment commencé à apprécier cette matière en terminale, et pas forcément. C'est vraiment 2 heures où on va renforcer nos connaissances qu'on peut développer en tronc commun. Donc, on a 2 heures de géographie par semaine en classe entière. Et avec ce cours d'option, on va travailler sur des éléments plus spécifiques, par exemple les littoraux ou la montagne. Et donc ça va vraiment être 2 heures où on va acquérir de la culture générale et beaucoup d'éléments très concrets. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à la culture qu'on peut avoir, qu'on peut développer en Hippocagne. Ce qu'on fait en option géo, c'est moins. Ce qu'on peut reprocher à l'Hippocagne d'être parfois un peu élitiste. En option géo, c'est très développé sur beaucoup de champs différents et sur du concret. Et bon, ça demande quand même du travail parce que voilà, c'est un rythme assez exigeant et ça demande du travail en plus. Mais avec du travail régulier, ça paye et c'est très agréable. Donc, voilà. Merci Mila. Alors Élise, si je ne me trompe pas, vous suivez l'option Histoire des Arts. Oui, alors l'option Histoire des Arts, c'est 4 heures par contre. Donc c'est 2 heures, c'est 2 heures et 2 heures qui sont réparties avec 2 professeurs différents. Donc moi je fais ça le lundi soir et le vendredi soir. Et donc c'est une option 1 qui prend un peu plus de volume d'heures, mais au niveau du travail, c'est beaucoup de lecture. De la culture générale aussi, comme l'a dit Mila. Et en fait, on a 2 thèmes qui organisent l'année. On a un premier thème qui nous a occupés jusqu'à maintenant. Donc, le premier thème sur l'art pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, et le statut de l'artiste et comment il a évolué. Et le deuxième thème, c'est plutôt sur le 19e et le 20e siècle. Donc voilà. Et en fait, j'ai été assez surprise personnellement par la discipline.
Histoire 2 heures, c'est vraiment un mélange entre de l'histoire, de l'art, mais le côté extrêmement technique de l'art. Mais par contre, au niveau de la culture générale, ça fait des apports dans toutes les matières, ça fait des apports en philosophie, ça fait des apports en histoire, parce qu'on a des liens avec le programme d'histoire. Et même si c'est du travail en plus, tout ce qui est lecture, etc., c'est vraiment des choses qui peuvent être réutilisées après. Et c'est pas un fardeau en plus du tout, à part pour le volume 2, peut-être. Mais, D'accord, merci. Alors, Clara, vous faites du latin et du grec. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi en 2 mots en quoi ça consiste? Du coup, en entrant en bouquin, on doit choisir une langue ancienne, soit grec ou soit latin. Et personnellement, j'essaie de ne pas faire d'option, mais du coup de prendre les 2 langues anciennes, donc latin et grec. Et souvent, c'est assez recommandé parce qu'on retrouve des équivalences entre les 2 langues. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet aussi d'avoir une culture plus approfondie sur l'Antiquité. Et en même temps, ça permet, comme les 2 langues ont comme des systèmes grammaticaux qui se ressemblent assez, apprendre une langue peut permettre aussi plus facilement d'apprendre l'autre. Donc après, c'est surtout pour les personnes qui sont assez intéressées par l'Antiquité et qui veulent éventuellement continuer par là, mais pas que, c'est aussi, personnellement, c'est surtout pour m'améliorer d'apprendre à mieux connaître les 2 langues que j'essaie de faire ça. D'accord, merci Clara. Alors, en 2e année, en Cagne, il y a la possibilité de suivre là aussi, déjà, on parle plus vraiment d'options, mais de spécialités, hein, c'est-à-dire on va adopter une coloration un petit peu plus poussée dans certaines matières, dans certaines disciplines. Alors, je vais donner la parole à nos 2 cagneux. Quelle est la spécialité que vous choisissez, que vous avez choisi, pardon, l'un et l'autre? Donc moi, je choisis la spécialité philosophie. Et choisir une spécialité, ça veut dire qu'on la passera plus tard au concours. Et en spécialo, par exemple, on prend un aspect différent, on aborde la philosophie de façon un peu différente du tronc commun. Par exemple, on a 2 heures au programme cette année, donc la méditation métaphysique de Descartes et le gai savoir de Nietzsche. Et en lien avec l'épreuve de commentaires qu'on aura à la fin de l'année, on étudie ces œuvres de façon linéaire, ce qui peut donner une approche différente de la philosophie, plus intéressante peut-être pour certains, et aussi une façon de s'accrocher soi-même aux œuvres, d'aller vers une approche un peu différente. Merci. Et Claire, donc si je ne me trompe pas, vous suivez l'option lettres modernes. Oui. Donc j'ai choisi lettres modernes cette année. Donc en fait, on a un thème. Cette année, c'est les amants. Et on a 3 œuvres à analyser autour de cette notion. Donc nous, on a la continuation des amours de Ronsard, les liaisons dangereuses et Aurélien d'Aragon. Et donc, à chaque cours, on va faire des analyses d'extraits vraiment poussées dans le sens et dans la forme, donc, il s'agit de scènes qui sont reliées à la notion des amants. Et oui, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et en termes de travail personnel, c'est assez léger parce qu'on n'a pas vraiment de livre à lire sur ces auteurs. C'est vraiment juste bien connaître ces œuvres et savoir juste avoir de l'appétence littéraire et apprécier vraiment les œuvres pour pouvoir s'investir. D'accord, merci Claire. Alors, on va prendre la question suivante qui porte sur les langues vivantes. Alors, on nous demande notamment comment se déroulent les cours de langue vivante et on nous pose aussi la question du niveau à avoir, notamment en LVB. Qui veut répondre à cette question? Alors nous, après, comme il y a des langues différentes et des groupes différents, je vous laisserai après parler pour vos groupes. Avec Clara, on est dans le même groupe, donc on fait allemand, et donc on a l'anglais ensemble aussi. Il faut savoir, après ça dépend des professeurs, donc, mais pour ce qui est de l'allemand, par exemple, parce que c'est une matière où on arrive vraiment tous avec des niveaux très différents, le professeur prend vraiment le temps au début de l'année de demander à tout le monde ce qu'ils ont fait au lycée, quel est leur niveau. Et c'est vraiment, on reprend pas au tout début de la langue, mais on reprend vraiment les bases grammaticales pour progressivement monter en niveau. Et par exemple, pour l'allemand, on est tous à un niveau très hétérogène, on s'est tous beaucoup améliorés et en parlant de façon très
très juste et grammaticalement correct. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir tant que ça. Il faut juste bien revoir ce qu'on a vu au lycée, mais de toute façon, les bases seront bien revues à la rentrée pour ce qui est de l'allemand. Et l'anglais, du coup, on n'a pas le même professeur, mais on fait beaucoup de traductions, on fait un peu d'oral. De toute façon, l'oral est développé avec les oraux, l'école. On a une fois par trimestre. Et voilà, encore une fois, nous, on est des petits groupes. On est 20. Élise, il me semble que vous je fais suivez les cours d'espagnol. Oui. Alors, l'espagnol, je ne vais pas mentir, le niveau est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait au lycée, notamment si on était en LV2 au lycée. D'ailleurs, il y a la possibilité de faire espagnol LV1. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ce choix, mais c'est possible. Et le niveau n'est pas si différent entre LV1 espagnol et LV2 espagnol. Mais je suis entièrement d'accord avec Mila, c'est-à-dire qu'on a repris la conjugaison, on a repris la grammaire sous forme de petits points semaine par semaine, avec des interros de conjugaison et de vocabulaire toutes les semaines. Ça peut paraître super exigeant et en fait c'est une manière de progresser à la vitesse de la lumière et vraiment le niveau en espagnol est super élevé grâce à ça, donc ça fait peur, il y a beaucoup de travail, je pense que l'espagnol c'est une des matières où on travaille plus, on travaille plus que l'anglais, mais c'est aussi parce qu'on a un décalage de niveau entre l'anglais et l'espagnol qu'il faut résorber et ça par contre c'est vraiment le cas. Donc voilà. Après, il ne faut pas que ça fasse peur parce que ça demande du travail, mais notre professeure notamment, elle prend vraiment en compte les efforts et pas le niveau de départ. Donc le plus important, c'est de bien travailler régulièrement et le niveau, les facilités pour la langue, ce n'est pas vraiment un souci. Voilà. D'accord. Alors au lycée Clémenceau, on n'enseigne pas que l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Il y a aussi la possibilité de prendre des langues moins courantes, on va dire, telles que l'italien, par exemple, ou le chinois, et éventuellement le russe. Claire, vous suivez l'italien précisément. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots en réponse à la question qui nous sont posées sur cette question du niveau en langue? Alors oui, l'italien c'est un peu particulier parce que comme on n'est pas du tout nombreux, on est mélangé Cagne, Hippocagne, de Clémenceau et de Guisto, qui viennent exprès donc au lycée. Alors pardon, on peut préciser peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas que le lycée Guisto, c'est un autre établissement du centre de Nantes. Oui, donc notre prépa. Et en fait, on va avoir deux cours très différents. Le mardi, on a 2 heures de littérature italienne. On étudie donc des textes par thématique et on fait un petit peu aussi de version. Tandis que le mercredi, c'est des cours d'économie italienne, donc qui ne préparent pas au concours littéraire, mais qui permettent d'entretenir quand même le niveau en bossant des points de grammaire. Donc, c'est pas ce qui prépare le mieux au concours, mais si vous avez vraiment envie de continuer l'italien en 2e année, vous pouvez, et il faut juste travailler aussi à côté, indépendamment chez soi. Merci. Alors, on nous demande toujours sur la question des langues, est-ce qu'on étudie vraiment des textes littéraires en cours de langue vivante? Alors, peut-être donner la parole à Malo ou à Clara, je ne sais pas quel d'entre vous. Pour l'exemple de la tête, par exemple, on a continué à étudier des textes littéraires, on commence déjà en local, on peut aborder. Et les cours de la semaine sont divisés en deux parties, on peut dire. Donc, par exemple, le mardi, on fait de la version, et les autres cours de l'histoire littéraire. Il ne faut pas avoir peur d'aborder des textes littéraires, c'est quelque chose qu'on fait petit à petit, la difficulté croissante, mais il ne faut pas avoir peur, et c'est même quelque chose de très stimulant. Vous vouliez ajouter quelque chose, Clara? Oui, du coup, comme en Hippocagne, que ce soit en allemand ou en anglais en tout cas, on a vraiment repris les bases. Et donc, du coup, on fait des textes littéraires dès le début d'année. Mais comme le disait Malo, du coup, c'est des textes qui, au début, sont relativement simples pour qu'on puisse vraiment se sentir à l'aise et comprendre ce qu'on fait. Et plus notre niveau augmente, et plus le niveau des textes aussi augmente. Donc, même si les textes, à la fin de l'année, je pense qu'ils vont devenir assez compliqués, mais comme nous aussi, on aura atteint un bon niveau, au final, c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué non plus, vu que ça s'adapte au niveau auquel que l'on a. D'accord. Élise, Juste, je me permets, par exemple, pour l'anglais, j'ai un exemple concret là, parce qu'on va commencer. En fait, on a commencé avec des textes
des textes actuels, donc des textes du XXe siècle ou même du XXIe siècle en prose. Et voilà, enfin, on est rendu au 2e semestre et on va commencer seulement à faire du Shakespeare en anglais, mais on a vraiment commencé par la prose, on a fait de la poésie actuelle, de la poésie moderne, qui est facile à comprendre. Et là, on va enfin passer, on va passer à des œuvres plus compliquées, mais c'est seulement une 2e partie d'année et c'est vraiment super progressif. D'accord, merci. Alors, on va passer à d'autres questions qui concernent l'ambiance de classe. Alors, on nous demande notamment quelle est l'ambiance de classe? Est-ce qu'il y a une compétition entre les élèves? Qui veut prendre la parole sur la question de l'ambiance de classe? Il n'y a pas de compétition dans le sens malsain que ça peut avoir et on a pas mal discuté en début d'année, entre première année, et c'est vrai que c'est quelque chose que tout le monde redoutait un peu parce que il y a ce mythe de la prépa très dur où les élèves se tirent dans les pattes, les professeurs descendent les élèves. Et c'est pas du tout ça. Le peu de compétition qu'il peut y avoir est plutôt, je dirais pas agréable, mais c'est quelque chose qui porte, c'est de l'émulation plutôt que de la compétition rude. Et du coup, ça se dépasser et être encore plus exigeant avec soi-même, donc c'est plutôt positif. Et disons que si compétition il y a, c'est pas au sein de la prépa, mais ce serait à la rigueur avec d'autres prépas, et c'est même pas le cas en fait. Donc on est vraiment tous, tout le monde s'entend bien, et tout le monde se supporte dans le moment où ça va, et dans le moment où ça va pas surtout. Et voilà, notre classe en tout cas est très agréable. Effectivement, vous ne semblez pas traumatisé par les mois qui viennent de s'écouler. Peut-être que l'un de vos camarades, l'un ou l'une, veut compléter sur ce point. Nous, c'est pareil, on a vraiment une très bonne ambiance dans la classe. Il n'y a vraiment pas beaucoup de compétition parce que même s'il y a un classement, en réalité, la majorité des personnes veulent continuer sur une 3e année de licence en fac. Donc, puisque personne ne cherche réellement à avoir le concours, bah, ça fait tout de suite une ambiance plus détendue, mais aussi une ambiance amicale, vraiment dans l'entraide. Par exemple, on a un drive pour mettre en commun des cours, des documents. Donc, c'est plus de la solidarité que de la compétition. Or, néanmoins, il me semble qu'il y a quand même quelques étudiants qui envisagent de passer des nous concours. Nous deux, on veut vraiment les concours, donc oui, c'est possible aussi. Quel concours en l'occurrence? L'ENS, oui. L'ENS. Tous les deux. Parce que bon, il y a aussi l'école du Louvre, des écoles d'interprétariat, des écoles de commerce, de management. Le panel est très large. Quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose sur cette question de l'ambiance, d'éventuelle compétition? Alors, on a d'autres questions. Est-ce vraiment si difficile la prépa? Vous y avez un petit peu répondu. Peut-être une question un petit peu plus précise, mais qui en découle. Comment se passe une journée type? Comment faut-il s'organiser? Alors, je pense que je vais avoir un avis assez biaisé sur la question, mais pour la quantité de travail, etc., parce que ça en découle, je pense, de la manière dont s'organise la journée. Parce que comme j'étais à la fac avant, c'est extrêmement différent. Alors, au niveau des horaires de cours, ça ressemble beaucoup au lycée. C'est même, ça dépend des lycées, mais c'est même plus léger que le lycée en volume d'heures. Donc, c'est à peu près, c'est vraiment approximatif, mais 8h, 17h, 8h, 16h, 8h, 15h même parfois. Donc voilà, ça c'est plutôt au niveau des volumes de cours. Après, pour le travail personnel, il y en a. Mais ça dépend des personnes, mais en s'organisant bien, en travaillant régulièrement, c'est un mythe de devoir absolument rester debout jusqu'à 2h du matin pour travailler toutes ces dissertes qu'on n'a pas réussi à rendre. En s'organisant bien, on a quand même des vraies vacances en prépa, ce qui est une grosse différence, je trouve, par rapport à la fac. Donc voilà, et finalement, le travail le plus important, je dirais, c'est le travail qu'on fait en cours. C'est le travail de prise de notes pour moi qui est vraiment super important parce qu'en fait, en relisant les cours et en relisant les notes qu'on a prises, il n'y a pas besoin d'apprendre par cœur tous les cours qu'on fait, étant donné que c'est beaucoup de culture générale, c'est beaucoup d'apports de toutes les matières. Donc, voilà. Et pour l'organisation,
mon organisation personnelle, ça va être ça, c'est en cours, prise de notes active, et après, le soir, je relis absolument tous les cours religieusement. Donc voilà, je fais ça depuis le début d'année et ça marche. Donc voilà. Alors, et jusqu'à quelle heure travaillez-vous, nous demande-t-on? Alors, j'imagine que c'est variable selon les périodes, mais question très concrète. Malo, non, je... Je suis peut-être un cas un peu particulier, je suis quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup de sommeil, on va dire que globalement, je me couche vers 1-2 heures du matin. Ah oui, oui. Mais je suis l'exception. Ah, vous êtes l'exception. Du coup, on n'est pas très représentatif de la classe, parce que oui, moi c'est pareil, je dors à peu près 4 heures par nuit, mais 4 heures par nuit actuellement, l'année dernière, je dormais plutôt 6 heures par nuit. Mais après, il y a des personnes dans la classe qui se couchent à 9h30 et qui n'ont pas de problème pour s'organiser. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'on a dans l'investissement personnel. Et je trouve qu'à part l'histoire, il n'y a pas vraiment de cours qui prennent beaucoup de temps à se travailler chez soi. Donc, ça dépend si on veut lire beaucoup de livres, faire des recherches à côté. Alors moi, j'ai pas du tout le même rythme. Moi, donc, quand je rentre des cours, déjà, on travaille tous différemment. Moi, j'aime bien aller à la bibliothèque. Je sais que c'est quelque chose, c'est un environnement dans lequel je travaille mieux. Et donc, j'y vais le soir après les cours, j'y vais le week-end. Pour moi, la clé, c'est vraiment que ça devient une habitude. Donc, j'y vais voilà, tous les jours, le dimanche matin. Mais par contre, pour moi, le sommeil, c'est vraiment important. J'ai besoin d'avoir un rythme régulier, 22 heures. J'essaie de ne pas dépasser les 22 heures pour travailler, de me mettre dans mon lit et de lire jusqu'à 22h30 parce que j'essaie de garder un contact avec les livres. Parce que voilà, on fait beaucoup de choses théoriques, mais on n'a pas tout le temps de lire vraiment des livres et je pense que c'est hyper important. Du coup, je continue de le faire et voilà, moi je suis vraiment à favoriser la qualité à la quantité et régulièrement, voilà, je pense que c'est ce qui paye le plus de faire, comme disait Élise, un travail régulier, voilà, plutôt que de se tuer la veille d'un DS à travailler jusqu'à 2h du matin. Vous, apparemment, c'est très régulier. Mais c'est vrai que des fois, on est dépassé par la charge de travail, on n'a pas le temps de s'organiser et c'est complètement contre-productif quand c'est pas notre habitude de la changer pour veiller hyper tard alors qu'on a besoin de sommeil. Donc voilà, pour moi, la clé en prépa, c'est d'apprendre à se connaître et à s'écouter quant au sommeil. Et vous, Clara, alors plutôt dormeuse ou couche-tard? Ouais, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où il y a vraiment beaucoup de travail et du coup, ça peut finir assez tard, mais il y a des périodes où il n'y a pas grand-chose. Mais dans tous les cas, j'essaie toujours d'avoir au minimum 6 heures de sommeil parce que je sais qu'après, je vais être fatiguée dans la journée et du coup, je vais moins comprendre et retenir ce qu'on dit dans la journée, puis c'est un peu un effet boule de neige. Du coup, je préfère vraiment, même si je n'ai pas fini les devoirs, mais qu'il me reste 6 heures à dormir, bah, c'est pas grave, je vais me coucher, puis tant pis, on verra plus tard. Mais l'idéal, c'est quand même 8 heures de sommeil quand j'ai le temps. 8 heures, c'est l'idéal, mais j'essaie quand même de me garder une limite à pas dépasser. D'accord, merci. C'est intéressant de voir que les situations diffèrent évidemment d'un étudiant à l'autre. Alors, on a comme des questions sur qui en découlent un petit peu de l'aspect organisationnel des choses. Peut-on continuer à faire du sport? Et comment concilier études et loisirs? Bon, alors, moi, je pense que c'est important si on a des loisirs qu'on apprécie et qu'on pratique avant la prépa, de continuer. Après, donc, comme tout, c'est une question de mesure. Moi, par exemple, j'étais au conservatoire et j'étais beaucoup au conservatoire l'année dernière, donc j'étais en aménagement d'horaire. Et donc, cette année, je continue de faire de la musique, j'en fais juste beaucoup, beaucoup moins. Mais par exemple, tous les lundis à 19h, j'ai mon cours au conservatoire jusqu'à 20h30. Et donc, après, ça dépend si vous avez des cours ou si vous faites en autodidacte. Je pense que dans le cas des cours, il faut parler au professeur de notre situation. Moi, dans mon cas, par exemple, il y a des semaines où j'ai pas du tout le temps de travailler mon instrument et mes professeurs le savent et donc ça pose pas de problème. Tandis que voilà, parfois, mon idéal, c'est de faire tous les jours 20 minutes de musique, ce qui est très peu par rapport à ce que je faisais, mais qui est
encore une fois régulier et beaucoup par rapport à tout le travail que je fais pour la prépa en plus. Et pour le sport, voilà, toujours dans la démarche de bien dormir, moi je trouve que c'est bien de faire un peu de sport. Du coup, surtout quand on a des coups de mou, qu'on n'arrive pas à travailler, voilà, on va courir 10 minutes et ça va beaucoup mieux. Donc ça dépend des périodes, des fois c'est tous les jours, des fois c'est une fois par semaine. Voilà, je pense que ça se fait en tout cas si jamais on avait besoin et envie et on peut quand même bien travailler à côté et avoir des bons résultats, ça ne pose pas de problème. Je pense aussi que c'est important de garder un loisir à côté. Donc on passe vraiment beaucoup de temps au lycée, puis après on passe beaucoup de temps à travailler chez nous. Donc le fait de garder un loisir à côté, c'est pas facile de se déconnecter un peu. Surtout c'est quelque chose qu'on aime bien. Enfin, je pense que c'est quand même important de se garder du temps pour soi, même si on a beaucoup de choses à faire dans la soirée. Au moins ça aide peut-être qu'après, si on n'arrive pas à travailler, on passe un peu de temps pour soi à faire ce qu'on aime bien. Et c'est peut-être que ça peut nous motiver aussi. Enfin, moi, je sais que ça marche assez bien pour moi. Quelqu'un veut compléter peut-être? Élise? En vrai, c'est un peu personnel, mais le Covid a contrecarré mes plans. Mais personnellement, j'avais prévu que le samedi après-midi, je faisais de la danse. Et au début de l'année, ça marchait extrêmement bien. Parce qu'en fait, on a des DS le samedi matin. On pas tout le temps, mais en hypocale, on n'en a pas tous les matins, mais en calme, à peu près. Donc, après le DS, c'est vraiment une façon de se sortir les cours de la tête, de ne pas penser éventuellement si on a raté son DS à ça constamment. Et par contre, vraiment, la danse, que ce soit aller courir ou quelque chose comme ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de se vider la tête. Donc voilà, bon, je n'ai plus cours de danse, mais c'était extrêmement bien et c'était très bien placé. Donc je conseille le samedi après-midi, juste après le DS, c'est vraiment un bon horaire. Et puis, juste pour compléter ça, moi je trouve que c'est tellement satisfaisant après une grosse journée de cours. Par exemple, le lundi, on commence à 8h, donc on finit, ça dépend des personnes, 14, 16h. Après, on va à la bibliothèque, on travaille jusqu'à 18h. Et après, hop, on peut avoir vélo parce que du coup, on s'en en vélo parce qu'on fait un peu d'effort physique, on travaille jusqu'à 20h30. Alors, quand on rentre chez soi, qu'on a bien travaillé, qu'on a eu cours à la prépa, qu'on a été efficace et qu'en plus on a fait, on a pratiqué un autre loisir, on est fatigué, mais c'est de la bonne fatigue. Et ça, c'est vraiment ce qu'on découvre en prépa si on ne l'a pas découvert avant. Et c'est hyper agréable. Voilà. Quand vous parlez de la bibliothèque, c'est la bibliothèque municipale ou c'est une bibliothèque universitaire? Moi, le CDI? J'ai travaillé. Le CDI, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour. Ça dépend des horaires. Il y a des moments où c'est très agréable d'y aller, d'autres où il y a beaucoup de personnes qui y sont. Donc, je vais plutôt en semaine à la bibliothèque universitaire, surtout celle de santé, parce qu'elle est dans le centre. Ils m'ont réservé nos places, donc c'est pratique. Et pendant les vacances, comme des fois ça ferme, voilà, je vais à la bibliothèque municipale, la médiathèque. Voilà. D'autres étudiants fréquentent les bibliothèques? Moi, avant le Covid, j'allais beaucoup à la bibliothèque universitaire également. Surtout qu'au CDI, c'est assez riche, mais si on veut des documents très spécifiques, il faut aller à la BU. Ici, il n'y aura pas. Le fond du CDI est quand même actualisé régulièrement. Oui, des hein. matières. Alors, bon, là, c'était une petite digression. Peut-être que nos cagneux voulaient nous dire deux mots sur le temps libre que peut leur laisser ou pas la prépa. En termes de temps libre, on a déjà un nombre d'heures de cours qui est assez réduit par rapport à la première année. Après, ça peut aussi dépendre des options, des spécialités, mais globalement, on a beaucoup moins d'heures de cours. On peut par exemple choisir d'abandonner une langue vivante, des choses comme ça. Et après, c'est vraiment en fonction de la personne, de la façon dont vous voulez utiliser ce temps libre, que ce soit pour travailler, pour les loisirs ou le sport. Mais voilà, il y a quelque chose de plus libre en calme. Vous avez plus de temps à disposition. Après, ça dépend de la façon dont vous l'utilisez. Oui, pareil. Après, je trouve que cette année, j'ai l'impression qu'on a moins de temps libre parce que l'année dernière, moi, personnellement, j'allais beaucoup en bar, en boîte. Bon, c'était plus possible avec le Covid. Maintenant, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins. Et du coup, ce que je fais, c'est que pour avoir l'impression d'être en temps libre, je lis des livres qui appartiennent à ma bibliographie, mais qui me font plus plaisir, donc des romans plus légers, plus faciles à lire que j'aimerais bien. Comme ça me donne l'impression d'être en temps libre, mais en même temps, je bosse aussi ma bibliographie
Donc finalement, j'ai jamais vraiment de temps genre complètement juste loisir personnel, mais j'essaie de concilier pour faire en sorte de jamais avoir le temps l'impression de gâcher mon temps et d'être toujours dans le travail tout en me détendant, trouver un juste milieu, quoi. Bon, très bien. On voit donc que la prépa, c'est pas le bagne, hein. On est loin de l'image un peu passéiste qui est parfois véhiculée. On est rassuré pour vous. Alors, on a un autre type de question. On revient sur le champ des études, alors sur la différence de niveau entre la terminale et la prépa. Est-ce qu'il y a vraiment une marche très très haute, un palier important à franchir? Alors, encore une fois, je ne suis pas très représentative, mais pour avoir passé un an à faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec des lettres, c'est-à-dire des sciences et des sciences uniquement, je n'ai même pas senti une énorme différence. Enfin, je veux dire, j'ai pas senti la marche au point où c'était insurmontable. Donc, je pense vraiment qu'en sortant de terminale, en ayant travaillé rigoureusement toute cette terminale, les méthodes, en fait, elles sont déjà là. Et la prépa, c'est juste une montée en puissance de ces méthodes, c'est juste savoir travailler encore plus efficacement, savoir travailler éventuellement encore plus, ça dépend des gens au lycée. Mais c'est vraiment un approfondissement du lycée et je trouve que la marche, alors on en a parlé dans les langues vivantes, elle est réelle. Dans les dissertations, vous allez voir, ça change un petit peu aussi les exigences par rapport à la terminale. Mais c'est vraiment pas un souci. Et d'ailleurs, Clara et moi, on vient de S et c'est absolument pas un souci. Alors, c'est toujours plus. C'est mieux de venir de L, mais c'est absolument pas insurmontable. Ils ont eu le temps de lire plus d'œuvres, mais c'est un retard qui peut se rattraper en S ou en ES. On a aussi quelqu'un dans la classe qui ne vient même pas de terminale générale et il y a Moi, pour moi, de toute façon, si vous êtes pris, c'est que normalement, vous avez déjà un bon niveau, donc la marche est forcément moins haute. Et donc, pour les langues, par exemple, ça change. Ce qui change beaucoup, si on doit parler de marche, c'est les notes, parce qu'on n'a pas les mêmes notes qu'on avait avant. Mais si on parle juste de l'exigence concrète, moi, le sentiment que j'en ai, c'est que l'année dernière, en terminale, on pouvait avoir le sentiment parfois de se dire je pourrais approfondir, mais je sais que je pourrais avoir une très bonne note sans approfondir et bah voilà, j'ai pas envie de me casser plus la tête que ça et ça va être très bien comme ça, puis c'est bien. Là, en prépa, tous les moments où on se dit ah bah là, il y a un endroit où je devrais creuser, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie, bah si, il faut y aller. Et pour moi, la prépa, c'est vraiment ça, c'est tous les petits endroits où il y a des petites brèches d'endroits à aller creuser, bah, il faut y aller. Et c'est ça l'exigence qui change pour moi. C'est pas tant la méthode que la latitude et toujours aller plus loin, alors que vous pouvez se contenter au lycée d'un certain seuil et monter tranquille, quoi. Merci. Alors, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que vous avez la possibilité de poser des questions dans le chat en cliquant sur le bouton bleu qui se trouve en bas à droite. Il me semble, Mila, que vous devez nous quitter à grand regret, n'est-ce pas? On peut préciser que vous partez parce que vous avez une colle d'anglais qui m'offre une très bonne transition pour une question qui nous a été posée. Au revoir Mila, à très bientôt. Merci pour la participation. Alors, une question sur l'école. Comment se passe l'école? Alors, peut-être tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le jargon des prépas, ce qu'est l'école, et nous dire un peu comment ça se déroule. Clara, peut-être vous en parler? Du coup, l'école, c'est des interrogations orales qu'on a sur quasiment toutes les matières. Et donc, le format de base de l'école, c'est qu'on a 1 heure pour la préparation. Je pense que c'est quasiment à chaque fois soit un texte à étudier, ou soit une question. On a 1 heure pour l'étudier et former un plan avec différentes parties, etc. Et après, on passe devant un colleur, donc un professeur soit du lycée ou soit externe. Et on fait notre exposé et éventuellement, il pose des questions après ou non. Et je sais pas des questions. Si tu assures comment se passe l'école. Quelqu'un veut compléter? Malo, je sens que vous en avez envie. Est-ce que c'est stressant?
Stressant, bon, bah, au début, ça peut être, on peut un peu appréhender, mais au final, c'est quelque chose qui devient assez régulier. On a une par matière par semestre, en première année, en tout cas. Donc oui, au début, ça peut peut-être être un peu impressionnant, mais au final, c'est quelque chose auquel on s'habitue. Et en acquérant peu à peu, une fois que la méthode est acquise, ce n'est pas plus vraiment. Élise, Je me permets juste de dire que c'est par trimestre, donc on a 3 cols, c'est pas grave, on a 3 cols à peu près dans chaque matière, par an. Enfin, cette année, on aura 3 cols, par exemple d'anglais, 3 cols d'espagnol, etc. Et pour moi, elles sont vraiment extrêmement importantes, notamment en langue vivante, parce que c'est le seul moment où on peut vraiment s'exprimer seul à seul avec notre correcteur, notamment en anglais. Pour les puristes, c'est extrêmement constructif pour tout ce qui est accent, pour tout ce qui est reprise de la grammaire point par point. Et c'est vraiment un moment où on peut se confronter à notre niveau oral aussi dans les langues. Après, pour le français et des matières de ce type, donc le français ou la philo c'est un peu différent. Mais le français, ça ressemble beaucoup avec le français. Donc pour ceux qui veulent avoir des moyens de comparaison, ça ressemble beaucoup. C'est un texte sur lequel on est interrogé, sur lequel on passe, sur lequel on fait un mini commentaire. C'est une explication linéaire, là, et avec une reprise et des questions. Et c'est à peu près le même format. C'est 20 minutes d'oral et 10 minutes de reprise, avec 1 heure de préparation. d'accord. Non, mais je disais que je trouve ça aussi intéressant de faire des cols parce que c'est pas stressant, mais en même temps, ça permet aussi de nous apprendre à travailler vite et travailler bien parce qu'une heure, on se rend compte que ça va vraiment très très vite. Et donc, en même temps, il faut vraiment qu'on organise notre temps du mieux possible et qu'on ne se perde pas dans nos explications et qu'on aille à l'essentiel, mais en même temps que ce soit un bon travail. Je trouve que c'est aussi intéressant de faire des. Très formateur, donc Claire, oui, vous voulez ajouter? Je suis d'accord, la colle, c'est vraiment symbolique de la prépa qui nous apprend vraiment à former à avoir un esprit de synthèse. Et je voulais souligner aussi le fait qu'on puisse choisir nous-mêmes les dates et horaires d'école. Enfin, les profs proposent des créneaux et c'est nous qui allons marquer sur une fiche quand on est disponible. Ce qui est pratique parce que ça permet de s'organiser beaucoup mieux par rapport à notre emploi du temps. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé à un moment fixe. Donc on est plutôt libre. D'accord, merci. Alors, on a d'autres questions qui concernent toujours la scolarité, hein. Est-ce que l'encadrement par les professeurs est suffisant? Élise? Je dirais même qu'il est là. Alors, encore une fois, je préfère à la fac. Et le fait d'être c'est absolument pas le même système, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est un prolongement du lycée. Alors, on est très nombreux, on est 48, on était 48. C'est dans ces environs-là, donc entre 45 et 50 personnes, à peu près une classe. Donc au début, c'est un petit peu compliqué et c'est vrai qu'on a encore certains profs qui ne savent pas exactement qui on est, mais on a quand même un suivi personnalisé et par rapport aux difficultés, elles sont aussi prises en compte d'un point de vue personnel. On n'est absolument pas un numéro sur un banc d'amphi où personne ne sait qui on est. Donc au niveau de l'encadrement, moi je trouve qu'il est extrêmement présent. Pour les difficultés, il est aussi là. Donc par exemple, notre prof de français, je sais qu'elle va mettre en place un système pour la deuxième partie de l'année pour les élèves qui ont encore plus de difficultés avec des heures pour des reprises de copies, etc. Donc les profs, je trouve qu'ils sont toujours là pour répondre à nos questions, pour les approfondissements aussi, pour les conseils d'orientation aussi, même si ça, c'est vraiment quelque chose qu'il vaut mieux faire en parallèle et c'est quelque chose de très personnel. Donc je trouve que pour l'encadrement, il ne faut pas se reposer sur les profs pour l'orientation. Mais ça, c'est normal, je trouve. Quelqu'un voulait intervenir sur ce point de l'encadrement par les professeurs? Non, ça vous intimide. On peut poser la question peut-être dans l'autre sens. Est-ce que les profs encadrent trop? Est-ce que vous êtes trop materné? Pas ce sentiment-là? Enfin, personnellement, j'ai choisi la prépa plutôt que la fac parce que je me sentais pas encore prête à être un peu lâchée comme ça dans la fac. Et justement, le fait que les profs soient là,
ça derrière nous dans le sens où ils nous aident et on n'est pas juste, comme disait Elise, des millions sur un banc de fac. C'est vraiment quelque chose qui aide, surtout qu'en plus, c'est vraiment pas un environnement facile, la plupart, vu que ça reste beaucoup de travail quand même. Donc, c'est difficile, mais le fait que les profs nous connaissent quand même assez personnellement, et je pense pas qu'ils ils sont pas trop présents, parce qu'on a aussi besoin qu'il y ait des profs qui nous aident derrière. Enfin, c'est pour ça que je ne ressens pas. Les prépas, c'est une expérience un peu personnelle, c'est pas parce qu'on le ressent comme ça, que tout le monde est dans le même cas. Personnellement, en tout cas, c'est ça aussi qui me plaît dans la prépa, c'est le fait qu'on ne soit pas tout seul non plus. Et que si on a besoin d'aide, on sait qu'on pourra aller demander aux professeurs et qu'ils sont toujours présents pour nous répondre à une question ou reprendre des cours, etc. D'accord, entendu. Alors, on a 3 questions ensuite qui concernent l'histoire des arts. Alors, combien d'élèves suivent l'option histoire des arts? Cette option demande-t-elle beaucoup de travail supplémentaire? De plus, permet-elle d'accéder plus facilement à l'école du Louvre? Alors, déjà, combien d'élèves suivent l'option histoire des arts en Hippocagne? Il me semble que nous sommes 15. Je ne suis pas sûre des effectifs, on était beaucoup plus au début de l'année. Mais comme j'ai dit, ça demande 4 heures dans l'emploi du temps. Donc c'est ça qui fait peur. C'est pour ça qu'on a eu pas mal de désistements. Après, on est 15 et on est toujours là et motivés pour l'option histoire des arts. Donc voilà, c'est à peu près ça l'effectif. Ça veut dire que c'est des plus petits groupes. Et comme on a 2 professeurs différents, comme je l'ai expliqué, c'est aussi 2 temps un petit peu séparés des autres cours. Donc on a un suivi plus individualisé à ce moment-là. Donc voilà. C'est moins difficile pour participer éventuellement que dans une classe de 48. Mais ça peut être un petit peu intimidant au départ. Malo et Claire, je sais que vous suivez l'option philo et lettres modernes, hein, mais vous pourriez nous dire combien il y a d'étudiants à peu près en 2e année en spécialité histoire des arts? Moi, je suis en histoire de l'art aussi. D'accord. Donc, on est à peu près une quinzaine, pareil. Ouais. Alors que l'année dernière, on était une dizaine, on était passé de 30 à 10 à peu près. Et il y a eu beaucoup de désistements par rapport au travail supplémentaire. Et peut-être aussi les cours qui intéressaient peu. Mais cette année, on a des thèmes précis qui intéressent plus, puisqu'on a les érotismes, que je ne peux pas suivre, parce que si on fait lettres modernes, on ne peut pas suivre tous les cours d'histoire de l'art. Donc on a érotisme et sculpture monumentale qui intéressent plus que les cours qui étaient un peu sur tous les thèmes l'année dernière. On a 2 thèmes précis, mais c'est vrai que c'est des périodes assez larges par contre. Donc, Nous n'avons pas de thème particulier l'année dernière. Ça ressemble, alors notamment, je pense aux questions sur l'école du Louvre, ça ressemble, c'est les mêmes périodes. Donc, est-ce que ça permet d'accéder plus facilement à l'école du Louvre? Oui, absolument. Donc, si vous voulez faire l'école du Louvre, prenez votre histoire des arts et accrochez-vous et bossez l'histoire des arts beaucoup. D'ailleurs, l'école du Louvre, il y a une élève, je crois, qui est passée il y a 2 ans. Il y en a tous les ans dans l'établissement qui intègrent à la fois. Je ne suis pas sûre que l'année dernière, il y avait quelqu'un qui le veuille, mais c'est tout à fait faisable en tout cas. Si, l'année dernière, je ne sais pas. Si, il y en a qui intègrent à la fin de l'Hippocagne et à la fin de la Cagne. Oui. Il y a 2 possibilités pour le faire. Et peut-être Claire, vous vouliez ajouter quelque chose sur la quantité de travail, puisqu'on nous demande, cette option demande-t-elle beaucoup de travail supplémentaire? Alors moi personnellement, comme c'est mon 2e rang, je ne travaille pas cette matière chez moi, mais on a quelques DM ou exposés qui demandent un certain travail. Ensuite, les personnes qui sont vraiment intéressées, je pense qu'elles ont beaucoup de livres à lire. Bon, après, c'est vraiment juste essayer d'améliorer au maximum sa culture générale si on a envie de faire l'école du Louvre. Mais encore une fois, ça dépend de ses objectifs pour la suite, si on fait ça juste parce qu'on est intéressé ou parce qu'on va en faire son orientation. D'accord, merci. Peut-être que vous pouvez expliquer pourquoi vous dites qu'il y a une spécialité de rang 1 et de rang 2, brièvement, parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi vous suivez 2 spécialités. Oui, donc on peut choisir 2 spécialités.
Au début de l'année, commençant, on est obligé jusqu'aux vacances de Toussaint. Et ensuite, on peut en retirer une. La première spécialité, on va la passer au concours, alors que la deuxième, non. Donc, elle peut juste permettre de valider une équivalence en troisième année si on le veut. On peut juste la suivre parce qu'elle nous intéresse, mais elle n'est pas au concours. Alors que la première, aussi. D'accord, merci. Alors, on a des questions toujours sur le passage terminal prépa, avec des questions très concrètes, par exemple, quelle était votre moyenne en terminale? Est-ce que vous vous souvenez? Moi, en termes d'après, j'étais en S, donc c'est pas vraiment la même chose. Mais personnellement, en terminale, j'étais autour de 16. Enfin, oui, comme tout le monde du lycée, j'étais autour de 16, personnellement. Élise, vous vous souvenez? Je vais être très stressante, je pense. Mais je pense que j'avais autour de 18 en terminale, je pense. Après, j'étais en S aussi, donc c'est pas représentatif les matières. Mais oui. Enfin, Oui, on peut préciser que c'est pas tous nos étudiants. non, absolument pas. C'est pas du tout. Mais effectivement, on a parmi nos étudiants de très bons anciens élèves de terminale aussi. Il faut l'assumer. Malo, Je crois qu'il était entre 17 et 18. d'accord. Et Claire? C'est normalement pareil. Bon. Mais il me semble qu'il y a des étudiants, je ne sais pas si vous en discutez entre vous, mais Et c'est pas forcément représentatif, mais c'est pas forcément représentatif parce qu'en fait, la manière de travailler est tellement différente que les élèves, notamment qui avaient des facilités sans travailler au lycée, c'est ceux qui éventuellement ont le plus de mal après à s'adapter, donc c'est pas du tout représentatif. On peut avoir 14 en terminale, ou 14, entre 14 et 16 en terminale, et être excellent en prépa, c'est pas du tout. oui, il y a des étudiants qui avaient plutôt autour de 15 Oui. en terminale, c'est ça. Et ça dépend du lycée aussi. Je pense que c'est important de le préciser, ça dépend tout à fait des exigences du lycée. D'accord. Et ce que vous dites, c'est manière, vous avez ce sentiment que les cartes peuvent être en partie rebattues. Oui. Au niveau du bac, ça a donné quoi pour vous, le bac? Vous avez tous eu des mentions? Du coup, moi, je l'ai passé l'année dernière, mais enfin, du coup, je l'ai pas passé, c'était en distanciel, donc c'est pas vraiment la même chose. Bon. Moi, je l'ai passé pour de vrai. Donc, j'ai passé la même année que Claire et Malo. J'ai eu une mention très 20. Et ma moyenne était autour de 19, 3, je crois. Bon, voilà. Et pour vous, Malo et Claire, étant donné les résultats que vous avez en terminale, on imagine que vous avez décroché une belle mention aussi. Oui, ben moi aussi, mention très bien avec 18 et 21. Oui, moi, pareil, très bien. 18 quelque chose. Alors, on peut néanmoins préciser que lorsque les professeurs reçoivent les dossiers et qu'ils établissent le classement des dossiers et la sélection, les résultats du bac ne sont pas encore connus, si ce n'est les résultats du bac français à la fin de l'année première. Mais pour la terminale, les résultats n'étant pas totalement connus, ce n'est pas un critère de choix de cette mention, il faut le préciser. Alors, on nous demande aussi au niveau des achats de manuels. Alors, plusieurs questions en fait. Est-ce qu'il existe des manuels de révision et est-ce qu'il faut travailler dans l'été qui précède l'entrée en hippocampe? Dans l'été qui précède, du coup, on reçoit une bibliographie de toutes les matières. Enfin, du coup, chaque matière propose plusieurs livres pour pouvoir déjà commencer à travailler les programmes. Et après, c'est pas non plus des obligations de lecture, c'est des indications si on a une matière qui nous intéresse un peu plus et qu'on aimerait bien approfondir avant le début d'année. Après, il vaut mieux quand même lire plusieurs livres. Enfin, par exemple, en français, je sais que ceux qui étaient dans la bibliographie, on les revoit quand même en cours en ce moment, donc on peut essayer quand même de lire quelques livres qu'on voit dans la bibliographie. Et par rapport au manuel, il n'y a pas de manuel, enfin, sauf en latin et en grec, je sais qu'il y en a un dans chaque matière. Et sinon, après, les livres qu'on va acheter
C'est surtout les livres de français qu'on étudie en des œuvres intégrales, mais sinon, il y a une bonne partie des livres qui sont en CDI, ou même pour les bibliographies, quand je vois la philo, même la géo ou l'histoire, beaucoup de livres sont en CDI, donc on peut quasiment tous les emprunter. Ou après, on peut aussi les acheter si ça nous intéresse et qu'on préfère les garder, mais en soi, il n'y a pas non plus énormément d'achats à faire, je trouve. Et Yves, vous Bah, vouliez alors, compléter? juste pour la question de l'été, pour que ça n'en stresse pas certains, si vous avez besoin de travailler, c'est mon cas, par exemple, moi j'ai travaillé pendant mes 2 mois, donc j'ai pas pu prendre énormément d'avance. Vous voulez dire sous la forme d'un job d'été? Sous la forme d'un travail d'été, voilà, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui ont besoin de payer leurs études avec leur travail. C'est possible, enfin, travailler 2 mois et après arriver en prépa, ça peut être un peu fatigant, mais c'est faisable. Après, le mieux, c'est éventuellement de s'avancer, je suis entièrement d'accord, mais c'est pas une exigence. Vous n'allez pas arriver, on va pas vous demander de faire des tests de lecture sur tous les livres que vous avez lus, c'est vraiment un plus qui peut aider. Et pour les achats de manuels, je conseillerais de pas. En fait, c'est un petit peu étouffant au début, parce que vous allez avoir beaucoup de recommandations de lecture, et je conseillerais vraiment, comme le dit Clara, d'utiliser le CDI à fond et de ne pas acheter tous les livres, ce qui est très tentant au début. En fait, se retrouver dans une chambre remplie de livres jusqu'à ne plus savoir quoi en faire, c'est pas forcément très motivant, même si ça peut être intéressant de les avoir pour soi et de les annoter, voilà, ça fait un coup plus important très vite. Vous vouliez ajouter quelque chose, Mano ou Claire, peut-être? Moi, je me suis souvenu qu'il y avait une bibliographie à la veille de la rentrée d'Hippocane, ça ne m'a pas du tout pénalisé. Donc voilà, si vous n'avez pas plus le courage après le bac, si vous avez un travail, oui, vraiment, ce n'est pas pénalisant, j'ai pas senti de retard. D'accord. C'est pas forcément un exemple, mais... Non, mais c'est intéressant de voir que chacun, en fait, le vit un peu à sa manière. Alors, on peut prendre une dernière question. En fait, on va les regrouper, les questions qui concernent le logement. Alors là, beaucoup plus de questions liées à l'organisation, à l'intendance, on va dire. Alors, sur l'internat, d'une part, et hors internat. Alors, on nous demande, sur la question de l'internat, quel avantage y a-t-il à être interne, par exemple? Le principal avantage d'être interne, je dirais que c'est un gain de temps. On n'a pas de trajet pour rentrer chez soi. On gagne aussi le temps qu'on pourrait passer à faire les courses, à se faire à manger, des choses comme ça. Donc oui, c'est vraiment un avantage d'être au sein même du lycée, ça évite tous les déplacements. Ce qui peut aussi être un avantage pour certains, c'est que ça nous fait rester perpétuellement dans un cadre assez propice au travail finalement. Et oui, ça peut aussi être une expérience pour ceux qui auraient un peu peur de se lancer dans une vie indépendante en étant seul chez soi dans son appartement. Là, on est avec un colocataire qui n'est pas forcément notre filière, mais ça ne pose pas de réels problèmes. Donc voilà, les principaux avantages, un gain de temps, un cadre propice et puis une expérience enrichissante. Alors, question très concrète, est-ce que vous êtes obligé de prendre votre petit déjeuner à la cantine? Ou est-ce qu'il y a possibilité de se débrouiller autrement? Moi, je le prends toujours à la cantine, et ça ne me dérange pas, mais je ne pense pas qu'il y ait forcément d'obligation de prendre à l'extérieur. D'accord. Alors, deux d'entre vous, on a une question en fait sur où trouver les logements hors internat. Alors, on a deux Nantaises, j'imagine que vous êtes peut-être chez vos parents respectifs. Clara, originaire de la Vendée, je pense que c'est un peu compliqué de rentrer tous les soirs. Non, du coup, là, c'était sur plusieurs sites d'annonces. J'ai trouvé, du coup, moi, je suis en colocation avec deux autres personnes qui sont en prépa aussi à Clémenceau, mais du coup en maths, donc pas dans ma classe. Mais oui, donc j'ai cherché sur Internet dès que j'ai su mes résultats Parcoursup, parce qu'on savait très bien qu'il allait y avoir beaucoup de demandes suite aux résultats Parcoursup. Et du coup, ce qu'on a privilégié surtout, c'était la proximité avec le lycée, parce que le fait qu'on passe beaucoup de temps au lycée, c'est quand même plus facile d'avoir un travail assez court pour qu'on puisse quand même pour qu'on puisse quand même passer assez de temps chez soi aussi. Et personnellement, je préfère aussi avoir un appartement et pas forcément aller dans l'internat parce que, pour moi en tout cas, c'est important de faire une pause et de séparer le temps où je suis au lycée et le temps où je suis chez moi, même si je vais continuer à travailler. Après, c'est personnel, je veux dire,
Il y en a qui s'en sortent très bien aussi à l'internat, mais pour moi, après, entre l'internat et à l'extérieur, c'est en fonction de comment vous vous sentez, si vous êtes mieux chez vous et si vous avez besoin plutôt de solitude, ou alors si vous êtes bien, à plusieurs, ça devait travailler, ça dépend de chacun aussi. Et vous avez évoqué des colocataires. C'était des étudiants que vous connaissiez déjà de votre de votre lycée ou Non, je ne connaissais pas. avez fait Du coup, c'était une annonce sur un site, je ne sais plus du tout lequel, mais du coup, qui proposait plusieurs chambres d'internat pour des étudiants en prépa, à Clémenceau, prioritairement, du coup. Et c'est quand je suis arrivée là-bas que j'ai du coup appris à les connaître. D'accord. D'accord. Entendu. Alors, on a peut-être une dernière question sur la vie. Est-ce qu'il y a toujours une vie sociale est-ce qu'on a toujours une vie sociale à côté du lycée on avait aussi des questions un peu du même type sur est-ce qu'il y a une vie entre étudiants en dehors du lycée. J'imagine que c'est un peu compliqué avec le Covid. Je pense que nos réponses elles vont être extrêmement biaisées par rapport à ça. On aurait pu, et en fait, il y en a eu un petit peu au début de l'année, mais c'est vrai que nos rapports entre étudiants sont exclusivement au sein du lycée. Ça ne veut pas dire que c'est que des rapports de travail, parce que le midi, on a 1 heure pour manger, mais ça nous laisse du temps pour travailler et pour aller. Donc, au niveau de l'ambiance, dans un monde sans Covid, peut-être pour l'année prochaine, c'est tout à fait possible de se voir en dehors des cours. Et c'est d'ailleurs recommandé, parce qu'une ambiance de classe qui est positive, avec des élèves qui s'entraident, c'est toujours un plus pour tout le monde, je pense. On peut peut-être demander aux cagneux qui ont eu la chance de passer quelques mois, on va dire, normaux avant le confinement qui a commencé donc en mars 2020. Alors, est-ce qu'il y avait des activités de classe en dehors de l'établissement, en dehors du lycée? De classe entière, il y avait juste les tonus. Donc, en fait, la classe, elle est pas en entier. Il n'y avait pas vraiment d'activité organisée par le groupe. Par contre, tout le monde a une vie sociale. Il ne faut pas venir avec une idée stéréotypée que votre vie sociale meurt au début de la prépa. Moi, j'ai eu une vie sociale plus développée qu'au lycée. J'étais en tête de classement, donc il ne faut vraiment pas se dire ça. Se dire que, bien sûr, il faut doser parce que si vous ne prenez pas le temps de vous amuser, de vous détendre, vous arriverez moins bien à travailler parce qu'à un moment, vous ferez un burn-out. Donc, il faut garder une vie sociale ou juste faire des loisirs ou quelque chose à côté. Malo, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. Non. Clara? Ça va être un peu pareil, mais du coup, comme l'équipe est arrivée cette année, on a ça à part au début d'année où il y a eu quelques trucs organisés, mais sinon, c'est assez compliqué. Je sais que personnellement, le samedi après-midi, souvent, je rentre directement chez moi, mais ceux qui restent tout le week-end, souvent, ils se voient aussi le samedi dans la journée, vu que c'est encore possible. Mais c'est vrai que sinon, ça reste beaucoup dans le lycée. Après, je pense qu'il y a des sorties, du coup, ça serait plus pour les cas, mais s'il y a des sorties, ça dépend aussi de la période de l'année. Personnellement, s'il pouvait y avoir des soirées, ça ne serait pas non plus toutes les semaines, je pense. Bon, on comprend effectivement que cette année est un petit peu particulière de ce point de vue-là, étant donné les circonstances et le confinement en particulier et le couvre-feu. Eh bien, on va s'arrêter là. On remercie tous les participants pour leurs questions sur le chat. On remercie nos 4 étudiants de classe préparatoire littéraire pour leur disponibilité et pour leurs réponses toujours très intéressantes et très franches. N'hésitez pas, pour ceux qui nous écoutent, à vous référer au site internet du lycée où vous trouverez de nombreuses informations complémentaires. Et bonne fin de journée à tous et peut-être donc à bientôt au lycée Clémenceau.